Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue d'articles consacrée ce mois-ci entièrement au potentiel de la réalité virtuelle. Et donc ici, on va être sur une étude qui est majoritairement faite par une équipe, si ce n'est pas totalement, même faite par une équipe de l'université d'Angers, de laboratoire d'Angers et de Tokyo, et du CHU d'Angers. Donc voilà, donc c'est l'équipe de Follop, Alain, Richard et compagnie, qui permettent vraiment ici d'aller chercher le potentiel de la réalité virtuelle, qui va donc être basé sur un entraînement fonctionnel au niveau de l'autonomie pour une personne qui a une maladie d'Alzheimer, dans une activité de cuisine. Alors, c'est une étude à cas unique, mais c'est une étude à cas unique qui nous permettra vraiment de comprendre aussi toute cette notion de transfert et de voir un peu comment la réalité virtuelle permet de mieux appréhender certaines tâches du quotidien et de les apprendre tranquillement avec nos patients. Nous avons donc une personne qui est donc atteinte de la maladie d'Alzheimer. On va passer toute cette partie-là. Et l'importance ici de s'entraîner dans les activités du quotidien dans la réalité virtuelle. Alors, c'est vraiment à ça que sert la réalité virtuelle. C'est de proposer des environnements et des activités du quotidien dans un but de réhabilitation, de rééducation en tout cas, d'une fonction cognitive dans une tâche donnée. C'est pour limiter le handicap, donc les problématiques que ça pose dans un contexte de vie. C'est vraiment en ça que cet article est important, c'est que ça permet de voir quelle est la problématique, comment je vais la résoudre avec la réalité virtuelle. C'est ça qui, moi, m'a vraiment intéressé dans cette pratique. Donc ici, on parle de notre patient, de ses capacités cognitives générales. Bon, ça veut dire qu'on a une bonne ligne de base au niveau des tests neuropsychologie. Et une de ces activités, c'est de se focaliser sur l'activité de la cuisine, en tout cas de faire la cuisine, de faire à manger ou de faire une tâche dans la cuisine. Alors, au niveau du matériel, bien évidemment, ils ont choisi 10 tâches qui doivent être préparer une tasse de café avec la machine à café, préparer avec une machine à expresso, un thé et le petit déjeuner, une salade avec 3 ingrédients, l'utilisation du micro-ondes, préparation de congeler ou de mettre au frigo des légumes, cuisiner une soupe, réchauffer une soupe au micro-ondes. Je crois que je l'ai déjà dit. Ah non, c'est donc préparer des... Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Préparer des légumes, soit avec une plaque électrique ou à induction, préparer un sandwich et cuisiner un fameux gâteau au chocolat dans un four électrique. Donc toutes ces tâches vont être vraiment séquencées sous forme d'action pour obtenir, en fait, ce que les chercheurs vont faire, c'est un script. C'est-à-dire que pour réussir une tâche, il y a un certain nombre d'actions à réaliser dans un ordre donné. Je crois qu'ils listent tout ça dans l'appendice tout en bas. Oui, très bien. Si on en prend une, voilà, faire le café, ouvrir la machine à café, mettez le café sous tourner on, tourner off, mettre l'eau. Bon, voilà, on a vraiment ici la description de toutes les actions nécessaires pour y arriver. Et c'est là que ça va être intéressant, c'est que ça, on peut très facilement le mettre en place dans un logiciel de réalité virtuelle. Et donc, c'est ce qu'ont fait les chercheurs. Alors, dans l'article, c'est dommage, c'est en noir et blanc, mais vous pouvez facilement le trouver, je pense, en couleur. Et voilà à quoi ça va représenter. Donc là, vous avez cette fameuse cuisine et avec ici l'ensemble des choses à préparer et à faire dans l'environnement. Alors, on va être ici sur du semi-immersif. Ça va vraiment être très intéressant d'utiliser le semi-immersif parce que pour une personne âgée qui a des difficultés, en tout cas qui a une démence de ce type-là, ça va limiter fortement les problématiques qui vont être liées à l'usage d'un casque et d'une technologie qu'on ne connaît pas. Ce sera beaucoup plus facile pour elle d'appréhender le joystick pour se déplacer dans l'environnement. Et ça va vraiment être quelque chose qui va être très important, en tout cas pour la suite, surtout en rééducation, c'est de pouvoir proposer des activités sous 2 formats. Un, en réalité virtuelle semi-immersive, donc via l'utilisation d'un écran et d'une manette. Et 2, des activités du quotidien qu'on va pouvoir mesurer véritablement à côté en conditions réelles. C'est-à-dire
comment je prépare le café en vrai avant le réentraînement en réalité virtuelle et comment je prépare le café en vrai après le réentraînement. Alors là, quand on va parler de transfert, on va parler de transfert entre ce que j'apprends et ce que je mets en pratique. On ne va pas parler de transfert transversal, dans le sens où ce que j'apprends dans cette situation, est-ce que je peux le remettre en place dans une autre situation? Alors pour le café, non. Maintenant, pour cuire quelque chose au four, que ce soit une recette A, une recette B, une recette C, l'usage du four, là, lui, sera plus transversal. Mais l'acte de cuire dans le four sera peut-être pas transversal à d'autres tâches. En tout cas, c'est vraiment cette notion-là qui va être intéressante. On va pouvoir travailler sur l'écologique, l'environnement est écologique et la tâche est écologique. Et donc, ils vont faire différentes sessions où le patient va simplement s'entraîner de cette façon-là. Alors, au niveau des sessions, ils vont faire tout ce qui est test neuropsychologique et vont voir ici au niveau de la tâche, au niveau fonctionnel, comment ça fonctionne. Ensuite, première semaine, ils vont faire différentes tâches. En fonction des sessions, donc ici on voit qu'ils font coffee task, cake task, breakfast task, soup task, et ensuite post-thérapeutique. Et 1 mois après l'intervention. Ça va vraiment être intéressant, c'est qu'on va avoir une information 1 mois et 6 mois après. Ça, c'est vraiment, 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 vraiment intéressant. Quand j'apprends, est-ce que je retiens ces informations-là alors que cette personne-là, je rappelle, a Alzheimer. Donc ça va être vraiment extrêmement intéressant de pouvoir voir ici ce que ça va donner. Donc on va aller voir directement les résultats. Et en fait, ce qu'ils vont mesurer, c'est différentes instructions qui vont être données. Donc ici, une instruction orale, une instruction écrite, montrer la cible, enfin l'objectif, montrer le mouvement, etc. ou fait par une tierce personne. C'est-à-dire, oh, j'y arrive pas du tout, faites-le à ma place. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on va ici mesurer le nombre de demandes qui ont été faites en ratio par rapport à toute la tâche, par rapport à l'ensemble des tâches qui sont demandées, des séquences qui sont faites. Alors, on voit ici de 2 façons. 1 dans le monde réel et 2 dans le monde virtuel. Donc, ici on voit en noir, c'est sans aide. C'est-à-dire que tout seul, j'y arrive, je le fais. En gris plus foncé, on demande une instruction orale et ensuite on a une instruction écrite et tout en blanc, des actions qui ont été faites par le thérapeute ou showing the action. Il montre l'action, etc. Mais ça, on en a très très peu. Alors, ce qu'on voit ici, très important, c'est que à la première session, on est quand même déjà à un peu aux alentours de 35%, que ce soit en réel ou en virtuel, qui demandent pas d'aide. Et déjà, donc ça va être toute la session d'entraînement, elle va être regroupée là-dedans. Et on va regarder la 6, il me semble que c'est la fin, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et en fait, après, on va laisser les performances. Et on va regarder en 6, 7, 8 ce que ça va donner. Voilà. Donc ici, une fois que j'ai mes sessions qui sont faites, je vois ici, juste après, j'ai doublé ma performance sans aide. C'est-à-dire que j'ai de moins en moins besoin d'aide pour réussir cette tâche-là, en réel et en virtuel. 1 mois après, un petit écart qui se creuse, 60% réel versus 85% virtuel. Et on voit surtout, c'est qu'à 6 mois, on a quelque chose qui s'est stabilisé dans le temps, puisqu'on est aux alentours de 72-76%, qu'on soit en réel ou en virtuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entraînement cognitif qui a été établi lors de ces sessions d'apprentissage perdure dans le temps. Et il perdure que ce soit en réel et en virtuel. Ce qui veut dire que ce que j'ai appris dans le virtuel, c'est transposé à mes performances réelles, mais surtout à perdurer dans le temps. Donc, si j'apprends quelque chose en réalité virtuelle, 1, la trace mnésique semble être plus forte, et 2, elle résiste. Elle résiste, et ça va faire un peu écho à ce qu'on a vu au précédent article, c'est que même avec des troubles cognitifs, donc ici,
maladie d'Alzheimer, fort focus quand même mémoire. Et l'autre patient qu'on a vu la dernière fois qui avait une amnésie quand même très forte, et bien en fait, grâce à la réalité virtuelle, on était capable de faire en sorte que cette personne, elle mémorise des choses en plus qu'elle n'aurait pas mémorisées dans une autre version. Alors vous allez me dire, pourquoi, comment ça se fait? En fait, c'est la qualité et la quantité d'informations qu'on donne. C'est-à-dire que ce n'est pas des... Il n'y a pas trop de quantité. Il y a juste des quantités, Pardon, il n'y a pas trop d'informations à retenir. C'est juste que la qualité des informations à retenir, elle est telle qu'on peut se focaliser uniquement sur celles qui sont nécessaires. On sait très bien que dans la cuisine, il y a des choses auxquelles on doit faire ou pas abstraction, mais surtout, on renforce la trace avec cette sensation de présence, de faire, sensation d'être acteur au niveau du moteur, d'être acteur au niveau des performances, d'avoir ces renforcements positifs, de réussir ces tâches. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va être intéressant. En plus, c'est motivant pour le patient parce que c'est quelque chose qui lui permet d'être autonome. Et la question qu'on va se poser aussi ensuite, c'est est-ce que c'est peut-être transversal? Est-ce que ça se ressent au niveau d'autres pratiques? Alors, comme je disais, ça va être compliqué de gérer ces choses-là. Mais en tout cas, on voit qu'ici, au niveau de l'IADL, on a un scoring qui se modifie, également le RSES, qui est donc le Rosenberg Self-Esteem Scale. On a également le Alzheimer Disease Related Quality of Life, qui lui diminue également. Donc, ça reste intéressant. Le MMS se stabilise. Après, voilà, on a des patients qui ont des troubles cognitifs et des dégénérescences. C'est censé changer. Ici, en tout cas, ça se modifie. Alors, bien sûr, il faudra aller plus loin dans cette étude en ayant beaucoup plus de personnes et voir aussi si on ne pourrait pas cibler peut-être les exercices que l'on propose plus en lien avec l'IADLS. Je ne dis pas qu'il faut créer du contenu spécialement pour permettre de voir si on peut augmenter le score de l'IADLS, mais au contraire, de diminuer, mais au contraire de proposer des tâches qui vont perdurer dans le temps et qui vont se ressentir aussi sur le quotidien des patients. Là, dans ce cas unique, se retrouver avec des scores d'IADLS qui bougent, bon, dans le mauvais sens, on se dit, est-ce que finalement, ce qu'on lui a appris là n'a pas d'impact sur son quotidien? Alors, peut-être quand même qu'on a réussi à maintenir quelque chose qui se serait perdu. Ça, hélas, on ne pourrait le savoir qu'avec des groupes contrôle et des groupes beaucoup plus gros. Mais en tout cas, ce qui est tout de suite intéressant, c'est que même à 6 mois, on a très peu de variabilité dans les scores. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir si en travaillant sur les items de l'IADLS, en apprenant aux personnes à gérer selon les normes de l'IADLS, peut-être qu'on va réussir à stabiliser ou augmenter le score de l'IADLS et donc l'autonomie des patients. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment creuser, c'est voir comment on pourrait favoriser l'autonomie des personnes âgées ou en tout cas avec démence chez elles en utilisant la réalité virtuelle. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec notre équipe chez Real IT, c'est d'essayer de mettre en place justement des exercices spécifiques de l'IADLS et de voir si on pourrait travailler à l'amélioration de ces scores d'autonomie et surtout de la performance en elle-même. Voilà, c'est tout pour cet article qui, je vous le conseille fortement, très intéressant. Comme d'habitude, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à partager, c'est très intéressant, surtout pour des patients qui sont en gériatrie ou pour des professionnels qui sont en gériatrie qui se posent des questions là, pour tout ce qui est réalité virtuelle, l'usage au quotidien, etc. Et je vous invite bien évidemment à liker, à poser des questions, mettre des commentaires, etc. Ça permet de favoriser notre travail et notre reconnaissance. Donc voilà, à bientôt!